Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur NeuroXtrain. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi une lésion musculaire aux ischio-jambiers peut s'éterniser. Et cela peut être la cause du tendon intramusculaire. Vous connaissiez ? Je suis Nathan Toiti, kiné du sport, et je vous explique cela dans cette vidéo. La vision traditionnelle de l'unité muscle-tendon implique une délimitation distincte entre le corps musculaire et le ou les tendons du muscle menant à son attache osseuse. L'amélioration de la résolution par IRM et d'excellentes études de dissection anatomique prouvent que dans de nombreux muscles, le tendon s'étend dans le corps musculaire. Le tendon intramusculaire sert de support central auquel s'attachent les fibres musculaires. Les lésions du corps musculaire peuvent se produire au niveau d'une jonction myotendineuse ou myofasciale intramusculaire. Lors de ces lésions, il y a une rupture des attaches myofibrillaires du tendon intramusculaire, ce qui entraîne des saignements et un œdème. Parfois, la lésion peut également entraîner une déchirure partielle ou complète du tendon intramusculaire lui-même. Cette rupture se produit souvent à la manière d'une fermeture éclair avec l'œdème et le sang qui suivent les fibres musculaires déchirées. Il en résulte un aspect caractéristique sur l'IRM et les échographies en forme de plume d'oiseau. Lorsque le tendon intramusculaire est endommagé, la blessure est considérée comme une déchirure plus grave. Les lésions du tendon intramusculaire des ischio-jambiers ont été associées à des délais de retour au sport prolongés. Il en est de même pour les lésions tendineuses intramusculaires des muscles droit fémoral, gastrocnémien et soléaire. Mais alors quelles sont les différences entre tendon extramusculaire et tendon intramusculaire? Malgré les similitudes dans la structure collagénique du tendon et du tendon intramusculaire, il existe plusieurs raisons pour lesquelles une blessure du tendon intramusculaire n'est pas analogue à celle du tendon extramusculaire. Sur le plan structurel, la section transversale du tendon intramusculaire est sensiblement plus petite que celle du tendon extramusculaire. Au niveau histologique, il est peu probable que le tendon intramusculaire présente les faisceaux fasciculaires bien alignés et la matrice interfasciculaire spécialisée observée dans le tendon extramusculaire. Le tendon intramusculaire est composé principalement de collagène de type 1 et son organisation est plus réticulaire au niveau endomysium, périmysium et épimysium, car il accumule les forces musculaires à partir d'angles de pénation variables. Pour rappel, l'angle de pénation est l'angle que forment les fibres musculaires par rapport à l'axe selon lequel le muscle exerce une force de contraction. Sur le plan fonctionnel, le tendon extramusculaire peut tolérer des taux de déformation élevés pour stocker et libérer de l'énergie. Les déformations résultantes, qui peuvent atteindre 8 à 10%, proviennent principalement des mouvements entre les faisceaux des fascicules dans la matrice interfasciculaire plutôt que des fibres de collagène du tendon en elles-mêmes. En revanche, le tendon intramusculaire est considérablement plus rigide avec des déformations de 2% à 2,6% au niveau du triceps sural lors de son activation. En définitive, l'absence de faisceaux fasciculaires et de matrice interfasciculaire se traduit par un tendon intramusculaire fonctionnellement plus rigide qui ne peut pas stocker et libérer de l'énergie comme un tendon extramusculaire. D'un point de vue pathologique, le tendon extramusculaire est plus exposé à une pathologie tendineuse dite de surutilisation, devenant finalement de nature dégénérative avec une faible capacité de guérison car il n'y a pas ou peu de vascularisation. Avec le temps, les régions collatérales du tendon semblent se remodeler et augmenter le diamètre du tendon pour répartir la charge. Les ruptures se produisent rarement dans la région dégénérative où une réponse d'inflammation, de prolifération et de maturation est souvent déclenchée, résultant en une nouvelle matrice et un tendon considérablement plus large. Il est peu probable que les tendons intramusculaires présentent une pathologie de surutilisation car ils ont une perfusion vasculaire plus élevée que le tendon extramusculaire. Cependant, à la différence de la réponse des cellules satellites de la guérison myotendineuse et comme pour la rupture d'un tendon extramusculaire, les ruptures de tendons intramusculaires se traduisent par un saignement et une réponse d'inflammation, de prolifération et de maturation, ce qui entraîne la formation d'un tissu cicatriciel hypertrophique du tendon intramusculaire. La rétraction du tendon intramusculaire est généralement limitée car le muscle environnant agit comme une attelle, ce qui diffère dans les ruptures de tendons extramusculaires. Ainsi, la chirurgie est rarement indiquée. La douleur, généralement localisée
à la jonction entre le tendon et l'os est la principale caractéristique clinique des lésions des tendons extramusculaires, ce qui diffère quelque peu de l'échec structurel récurrent et de la douleur variable des lésions du tendon intramusculaire. Alors que l'innervation en aire sensorielle des tendons extramusculaires réside principalement dans le péritendon qui alimente uniquement la périphérie du tendon, on connaît très peu l'innervation du tendon intramusculaire. Cliniquement, en particulier dans les déchirures de tendons intramusculaires, du solaire et des ischio-jambiers, les symptômes peuvent être une sensation de tension progressive ou une douleur aiguë, ce qui complique encore l'évaluation clinique et les pronostics. Donc là maintenant on va parler ischio-jambier. Garrett et ses collaborateurs ont observé dans une étude de tomodensitométrie, une technique d'imagerie permettant d'analyser les tissus en coupe sagittale, axiale, coronale et oblique, que le tendon proximal du biceps fémoral et sa jonction muscle-tendon s'étendent sur 60% de la longueur du muscle, tandis que le tendon distal et sa jonction muscle-tendon s'étendent sur 66% de la longueur du muscle. Ainsi, les zones de jonction muscle-tendon s'étendent sur toute la longueur du corps musculaire, que ce soit sur la partie proximale ou distale. De même, dans le muscle semi-membraneux, le tendon proximal s'étendait à 78% et le distal à 52% dans le corps musculaire. Il a été mis en évidence grâce à l'IRM que la majorité des lésions des muscles des ischio-jambiers se produisent à la jonction myotendineuse du tendon intramusculaire et on décrit l'aspect caractéristique d'un œdème en forme de plume d'oiseau à l'IRM comme évoqué précédemment. Comyn et ses collaborateurs notent que l'apparence du tendon central dans l'apparition de ces blessures est variable. Dans certains cas, le tendon conserve son intégrité structurelle malgré la perturbation des fibres musculaires environnantes, alors que dans d'autres cas, cette intégrité semble altérée et le tendon prend un contour irrégulier ou ondulé. Ils ont ensuite examiné 62 blessures aux ischio-jambiers chez des athlètes pratiquant le football australien. 12 des participants présentaient une rupture du tendon intramusculaire du biceps fémoral à l'IRM. 3 des 12 participants présentant des lésions du tendon intramusculaire du biceps fémoral ont subi une intervention chirurgicale pour réparer le tendon rompu. La durée médiane de guérison était de 91 jours. Les 9 autres furent traités de manière non chirurgicale, ils ont eu un temps de guérison moyen de 72 jours. En comparaison, les blessures du biceps fémoral sans rupture tendineuse intramusculaire ont eu un temps de guérison de 21 jours. Dans une étude prospective de 18 sprinteurs de haut niveau menée par Askling et ses collaborateurs, donc 18 sportifs souffrant de lésions des muscles ischio-jambiers, le sous-groupe dans lequel la blessure impliquait le tendon proximal avait un temps de guérison significativement plus long pour retrouver le niveau d'avant, donc le niveau pré-blessure, par rapport au sous-groupe sans atteinte du tendon proximal. Pollock et ses collaborateurs ont examiné 65 blessures aux ischio-jambiers chez 44 athlètes d'athlétisme de haut niveau. Ils ont classé les blessures selon le British Athletic Muscle Injury Classification System, dans lequel les blessures sont classées numériquement par gravité. 1. Petite, 2. Modérée, 3. Étendue et alphabétiquement par site. A. Myofacial, B. Myotendineux, C. Intratendineux. L'étude a comparé le temps de retour à l'entraînement complet et les taux de récidive entre les différents types de blessures. L'étude a démontré que les lésions qui s'étendent dans le tendon étaient associées à un risque considérablement accru de récidive de la blessure et à un délai plus long de retour à l'entraînement complet. Une différence significative a également été constatée au sein des classifications 1A, 3C pour le délai de retour à l'entraînement complet. Il a été démontré que la gravité de grade 3 et le site intratendineux, donc C, étaient associés à une augmentation du temps de retour à l'entraînement sans limitation. Les blessures de grade 3C avaient un temps de retour moyen de 84 jours par rapport aux blessures de grade 2B avec un temps de retour de 21 jours et aux blessures de grade 2C de 27 jours. Aucune différence significative n'a été constatée entre les grades 1 et 2 ou entre les classifications A et B. Il a été montré que le grade n'est pas associé à la récurrence mais que les lésions intratendineuses étaient associées, donc type C, étaient associées à un risque plus élevé de récurrence. Ce taux de récidive significativement accru était de 63% pour les blessures 2C et de 57% pour les blessures 3C. En comparaison, le taux de récidive pour les blessures 2B n'était que de 6% et il n'y a eu aucune récidive dans aucune classe de blessures myofaciales. Le temps de guérison prolongé et le taux plus élevé de récurrence des blessures sont des implications cliniques importantes à prendre en compte, en particulier pour les athlètes de haut niveau. L'utilisation de l'IRM dans le cas d'une lésion ischio-jambier fait l'objet d'un vif débat. Dans ce contexte clinique,
Les auteurs soutiennent qu'une IRM de haute qualité est indiquée pour identifier les éventuelles ruptures tendineuses qui accompagnent le biceps fémoral. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle qu'elle ne remplace pas un avis médical, il s'agit d'une vidéo informative. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Si vous commentez, on répondra à tout le monde. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur NeuroXtraining. Ciao.